Bonjour ou bonsoir à vous tous. On est encore ensemble pour presque 2 heures d'horloge. On va passer en revue les sujets qui nous paraissent importants dans l'actualité internationale et nationale. C'est Le Monde en 7 et bienvenue à toutes et à tous. Pour ce numéro, on reçoit Kohan Binafam des Forces démocratiques pour la République. Bonjour Kohan Binafam. Bonjour Monsieur Samuel. Et Beausoleil Obekou, président du mouvement Touche pas à mon président, député à l'Assemblée nationale. Beausoleil Obekou, bonjour. Bonjour Samuel, bonjour à tous les téléspectateurs. Ensemble, on va parler de la République démocratique du Congo avec les élections, des résultats qui ne passent pas aux yeux de la communauté internationale. On évoquera également la Cour pénale internationale. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé attendent encore leur libération. Ils devront attendre encore du moins jusqu'en février prochain. Et puis en seconde partie, on parlera du Togo, la coalition des 14 entre marche et meeting. Pour quels résultats encore et les réformes? Est-ce que la nouvelle Assemblée pourra relever le défi? Voilà le menu pour le programme du jour. On commence par la République démocratique du Congo. Beausoleil Obekou, Kohan Binafam, je sais que vous suivez l'actualité dans ce pays avec les derniers rebondissements et cette sortie de l'Union africaine qui met en cause les résultats de la présidentielle. On va regarder ensemble ce reportage avant de revenir pour faire le débat. L'appel de l'Union africaine aux autorités de la République démocratique du Congo est sans équivoque. Réunis sur le dossier congolais jeudi à Addis Abeba en Éthiopie, plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains exigent l'arrêt du processus de proclamation de résultats définitifs. Les chiffres provisoires annoncés par la Commission électorale congolaise ne seraient pas convaincants. Cependant, même si jusqu'ici la situation sur le terrain reste fort heureusement globalement calme, il n'en reste pas moins qu'elle demeure hautement préoccupante. Pour parler franchement, des sérieux doutes sur la conformité des résultats proclamés persistent et ne cessent de hanter les esprits des Congolais et de leurs frères et amis de par le monde. La commission électorale de la RDC a déclaré vainqueur le leader de l'opposition Félix Tshisekedi, mais un autre candidat de l'opposition, Martin Fayulu, a fait appel du résultat, affirmant qu'il s'agissait d'un coup d'État électoral. Le contentieux fait craindre une aggravation de la crise politique provoquée par le long report des élections qui auraient dû se tenir fin 2016 et ont été repoussées 3 fois. Une délégation africaine de haut niveau est attendue à Kinshasa. Et la réaction du côté de Kinshasa est sans appel par la voix du porte-parole du gouvernement Lambert Mende. Kinshasa réagit et affirme « Nous trouvons cela scandaleux, ça n'a aucun fondement juridique. Je ne pense pas qu'il appartient au gouvernement ou même à l'Union africaine de dire à la Cour ce qu'elle doit faire. » Beausoleil Obekou, réaction. Oui, et avant tout propos, si vous me le permettez, je voudrais présenter mes vœux de santé et de prospérité à tous les téléspectateurs et à tout le peuple togolais. Comme c'est la première fois que vous le voyez cette nouvelle année. Je viens sur ce plateau en 2019. Bon, ceci dit, et ce qui se passe en RDC est préoccupant. Parce que les élections se sont déroulées et avant que les élections n'aient lieu, il y a eu beaucoup de spéculations. D'aucuns avaient dit que ces élections ne peuvent pas se tenir. Et entre-temps, le président Kabila avait fini son mandat et il y a eu le glissement, comme eux-mêmes ils l'appellent là-bas. 2 ans de glissement. C'est-à-dire que son mandat a été prolongé de 2 ans. Et avec tout ce qu'on a pu voir avant que ces élections n'aient lieu. Maintenant, ces élections ont eu lieu et à l'annonce des résultats provisoires, tout le monde a crié que l'alternance est arrivée en RDC. Et après, c'est un autre candidat, Martin Fayulu, qui a surgi pour dire que non, ces résultats qui ont été donnés par la Commission électorale nationale sont faux. Et à la suite de Fayulu, il y a aussi la Senko qui a annoncé aussi que ces élections ne sont pas conformes à ce que elle avait vu sur le terrain. Et rappelez-vous qu'avant même que ces résultats ne soient donnés, la Senko a été montée au créneau pour mettre la pression sur la CENI, pour lui dire de proclamer les résultats tels que sortis des urnes. Maintenant que la CENI a proclamé ces résultats, et cette organisation catholique, chrétienne catholique, s'est opposée à ce résultat.
Et après, c'est la communauté internationale. La France a pris le devant par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, qui a dit qu'il y a de sérieux doutes que ces résultats ne sont pas conformes. La SADC a suivi. Et maintenant, c'est l'Union africaine c'est une première, qui émet, c'est une première, l'Union africaine qui émet des doutes sur la conformité de ces résultats. Elle ne dit pas que ces résultats sont faux, elle émet des doutes. Bon, c'est une façon gentille, hein, oui, mais c'est ce qu'elle dit que nous, on commente. Elle émet des doutes. Et aussi, bon, après, on attend le porte-parole du gouvernement qui dit que c'est la souveraineté, il ne faut pas qu'on s'ingère, que c'est scandaleux. Ce n'est pas du tout scandaleux. La contestation de ces résultats est venue de la RDC elle-même, par l'intermédiaire d'un candidat très sérieux qui est arrivé en deuxième position, à qui on a attribué 34%, et qui a moins de 4 points d'avance, de retard par rapport au président proclamé. Et maintenant, je crois que la situation qui prévaut actuellement en RDC est préoccupante et que vraiment, il faut qu'on aide ce pays à trouver la solution à cette crise qui est en train de naître dangereusement. Comment Binafam, on est habituellement on est habitué aux contestations électorales quand ça oppose le président sortant à notre candidat, mais là on voit deux candidats de l'opposition qui s'affrontent là. C'est du nouveau, hein, quelque part. Bon, oui, c'est nouveau. Normalement, quand vous allez à des élections, que vous êtes tous de l'opposition, si après vous trouvez que les élections ne sont pas conformes, c'est normal. Que vous les contestez, c'est normal. Sauf que si vous les contestez, il faut que les gens laissent les institutions en charge de dire la vérité, de le dire. Donc, Martin Fayoulou, il a normalement le droit de contester les élections. Mais moi, personnellement, si vous demandez mon point de vue, moi, je me réjouis. C'est la première fois que moi, on tente de me convaincre. Jusqu'à présent, on n'est pas encore réussi à me convaincre qu'un président sortant, qui de surcroît était accusé de vouloir s'accrocher au pouvoir, qu'on tente de me convaincre qu'il vaut les élections en faveur d'un opposant. Donc c'est déjà inédit. Moi, personnellement, si vous voulez mon point de vue, moi, je me réjouis qu'au Congo démocratique, finalement, le parti a perdu. Juste la présidence. Oui, a perdu, oui, je viens. Les deux autres résultats, il a la part du lion. J'en viens. Qu'il y ait alternance. Même s'il y a cohabitation, il y aura alternance. Donc, moi, personnellement, je me réjouis pour ça, que Tshisekedi, c'est un opposant qui a été proclamé vainqueur. Maintenant, les gens encore sont libres de mettre des doutes. Ça aussi, là aussi, jusque-là, il n'y a pas de problème. Bon, moi, mais lorsque on affirme de go que l'Union africaine, moi, j'ai un maître relatif. C'est certains présidents de l'Union africaine, parce que l'Union africaine a 53... Oui, mais tu parles au nom de je viens. Certains présidents de l'Union africaine, au nombre de 10 sur 57 États, 54 États. Donc, je veux relativiser par rapport à ça. De deux, lorsque vous suivez les médias internationaux qui nous ont donné l'information, eux-mêmes, bon, ils ne le cachent pas, ils disent qu'il y a eu beaucoup de pression diplomatique sur un président comme Cyril Ramaphosa pour se rallier aux autres. Comprenez ce qu'il y a à comprendre. Donc on dit qu'il y a tellement de pression sur l'Union africaine, il y a des pressions sur l'Union africaine pour qu'elle prenne cette position. Elle a pris cette position en toute indépendance. Je doute. Vous pensez à une ingérence, comment dire, une sorte d'impérialisme qui est en train de... Bon, moi je ne dirais pas impérialisme parce que je ne veux pas galvauder les mots. Et tout le monde sait quand même que c'est la France qui a pris le devant et qui a même saisi le Conseil de sécurité. Donc, même quand on dit comité international, là aussi il faut mettre anti-griffe. Parce qu'au Conseil de sécurité, ils ne se sont pas entendus. C'est une partie de la communauté internationale. Sans dire que je ne mets pas de doute, ça ne veut pas dire que je ne mets pas de doute, mais il faut permettre aux Africains de comprendre. C'est la France qui a pris le devant, qui est allée au Conseil de sécurité, mais ils ne se sont pas entendus. Après, c'est l'Union africaine, et je constate malheureusement que c'est 3 des présidents qui sont les chouchous de l'Occident, qui sont au devant, Paul Kagame, Denis Sassou Nguesso et Idriss Déby du Tchad. Vous êtes des chouchous de la fameuse communauté internationale, mais qui se trouvent malheureusement être tous des présidents autoritaires. Bon, je me dis, c'est l'hôpital qui se moque de la charité ou quoi. Ça, c'est un point de vue que moi, je le défendrai partout. Un opposant a été élu. Moi, je suis heureux.
Kabila aurait pu confisquer. Il ne l'a pas confisqué. C'est déjà un pas. Alors, la thèse selon laquelle c'est la France qui serait en train de manipuler toute la communauté internationale, disons-le comme ça, l'Union africaine, la SADC et tout cela pour des fins inavouées. Je ne crois pas qu'elle est en train de manipuler la communauté internationale. Et vous n'êtes pas sans ça. On a quand même vu que la première réaction est venue de la France. Oui, c'est normal. Elle est venue suite à un constat. La France aussi a envoyé des gens pour superviser ces élections. Et le ministère des Affaires étrangères français a supervisé par le biais de sa représentation diplomatique, a supervisé les élections sur le terrain. Moi je dis que la contestation est née de la RDC elle-même et notamment du candidat qui se voit, qui estime qu'on lui a volé les élections. Et ceux qui ont supervisé ces élections, la CENCO en premier, parce que cette association a une crédibilité. La CENCO en premier, cette association a une crédibilité. Elle a déployé 40 000 crédibilité sur le plan moral. Et les gens lui accordaient une confiance quand elle disait qu'elle avait des représentants partout sur le territoire congolais et qu'elle a supervisé ces élections de bout en bout. Et avant même que la commission électorale ne proclame les résultats provisoires, elle avait déjà les résultats. Et elle mettait déjà la pression pour dire à la commission, à la CENI, de proclamer les résultats issus des urnes. Maintenant, moi, je ne me base pas sur les réactions de la France, non. Sur la réaction du candidat qui se voit voler, lésé, et la CENCO, à qui toute la communauté internationale, et y compris les Congolais eux-mêmes, avaient confiance, qui dit que ces résultats ne sont pas conformes. Je me base sur ces deux faits. Maintenant, la France a raison, étant donné qu'elle a envoyé des gens pour superviser ces élections, et compte tenu des résultats qui lui sont remontés, elle a raison de critiquer ces résultats par rapport aux informations qu'on lui a données. Mais ce n'est pas de l'interférence là? Non. Ce n'est pas de l'interférence, ce n'est pas eux qui vont proclamer les résultats. Que personne n'ira dire, par exemple, aux Français quand ils votent que vos élections sont sorties du cadre légal, mais des gens, alors pourquoi se permettent-ils de le faire en Afrique? Mais des gens qui ont observé ces élections peuvent dire si les élections sont truquées ou les élections ont eu des problèmes, ils peuvent le dire. Et ceci dit, ne sont pas ceux qui vont proclamer ces élections. Et je vous dis aussi que Martin Fayulu a fait un recours. Et ce n'est pas la France qui va juger de la crédibilité de ces élections à la place des Congolais. Et il appartient à la Cour constitutionnelle de proclamer les résultats définitifs. Ceci dit, si l'Union européenne, l'Union africaine s'ingère, entre guillemets, dans cette crise, c'est parce que les gens ont vu venir peut-être des problèmes en RDC, ils veulent éteindre le feu en amont. Alors, Binafam, alors vous évoquez le fait qu'il y a quand même alternance, mais comme l'a rappelé Beau Soleil, la contestation est venue du Congo lui-même, Martin Fayulu, et surtout la CENCO qui a dit vos résultats ne sont pas conformes à ce que j'ai. Non, ce n'est pas ici que j'apprends que la contestation est venue du Congo. Je le sais, que c'est le candidat qui a contesté. La CENCO a dit, mais la CENCO est une mission d'observatrice. Oui. Elle a le droit de dire que ce que j'ai vu n'est pas conforme, mais elle ne proclame pas des résultats. Vous comprenez, non? Donc la CENCO peut beau dire, malheureusement, c'est ça qui est la vérité. La CENCO peut constater que moi, je ne dis même pas que la CENCO n'a pas des résultats qui sont différents. Donc, mais comme ce n'est pas elle qui proclame le résultat, la commission électorale a donné des résultats provisoires qui vont être infirmés ou confirmés par la Cour constitutionnelle. Mais ce qui est sûr, déjà on a jeté du doute sur le travail que fera la Cour constitutionnelle. Parce que du moment où les résultats ne seront pas renversés, quel que soit là, alors que la CENI a des résultats, pas les résultats. La CENI a des résultats d'une élection. Elle observe sur la base des estimations. Elle-même a eu l'honnêteté de dire, parce que c'était quand même des évêques, de dire qu'ils ont fait les estimations sur la base de 42%. Ça, je répète ce qu'ils ont dit.
Est-ce qu'ils se sont très vite prononcés et ils n'ont pas envie de se dédier, ou bien les résultats sont vraiment faux? Mais du moment où le candidat Martin Fayulu a fait un recours, c'est malheureusement ça la démocratie, nous confions le sort de tout un peuple après à 7 personnes, les juges constitutionnels, après que les peuples ont voté, on a confié le sort à la Cour constitutionnelle, elle va trancher. Maintenant, en même temps, là où moi je trouve paradoxal, on dit, l'Union africaine dit à la Cour constitutionnelle de ne pas proclamer d'abord. Oui. Finalement, qui proclamera? Moi, c'est mon problème. Il y a une instance qui va se suicider à la Cour constitutionnelle pour proclamer, ou bien c'est quoi? C'est ça. Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas aussi que quand l'Union africaine voit venir des crises, un conflit post-électoral, elle est en droit de prendre le devant? Parce qu'in fine, s'il se passe que si le Congo plonge, on dira mais pourquoi l'Union africaine n'a rien fait? Non, ça c'est évident. Quand quelqu'un veut éteindre le feu, on ne peut pas l'accuser. Mais je veux rappeler ici à l'intention des Africains que de ne pas nous laisser nous tromper. C'est comme on veut dire que c'est à la suite de l'élection là que le Congo sera déstabilisé. Non, je suis désolé. Le Congo est déstabilisé depuis plus de 20 ans. Ouais, ça n'a jamais été un état stable. Le Congo est déstabilisé depuis... À la veille des élections, conflit interethnique, on parle de plus de 800 morts en 2 jours. L'ONU au Congo, depuis plus de 10 ans, avec 20 000 casques bleus, on tue tous les jours. Donc, ne dites pas aux Africains que c'est les élections qui viendront déstabiliser le Congo. Je suis désolé. J'en viens. Et ceux-là qui sont en train d'aller au Congo pour dire qu'ils veulent éviter la déstabilisation, mais tout le monde entier, allez lire sur tous les sites, ça existe. Bon, des fois, quand vous répétez la vérité que tout le monde connaît, ça choque. Le monde entier, est-ce que le Rwanda est une plaque tournante du ventre, du coltan, du diamant volé au Congo? Le monde entier sait que Paul Kagame, qui dit qu'il va aller éteindre le feu au Congo, a soutenu des rébellions, a continué d'en soutenir. Moi, je voulais juste dire, je ne souhaite pas qu'à la suite des élections dans nos pays africains, on s'entretue. Ce n'est pas mon propos. Mais il ne faut pas me faire accepter ici que c'est après cette élection-là que le Congo sera déstabilisé. Au contraire, la majorité des Congolais sont contents qu'il y ait alternance. Alors, finalement, il y a eu alternance, quoi qu'on dise, au Congo, parce qu'on a Kabila qui a fait 18 ans, qui va passer la main. Je ne sais pas si la Cour va confirmer Félix Tshisekedi. Il y a eu alternance. Et ça réjouit beaucoup de Congolais aussi, on oublie de le dire. Il y a eu l'alternance au sommet de l'État, mais il n'y a pas eu alternance au niveau du Parlement. Oui, le Parlement vous n'êtes pas sans savoir. 2 tiers entre les mains des Vous êtes d'accord avec moi que même les résultats des élections législatives aussi sont contestés, oui. Y compris par le camp de celui qu'on a proclamé, Étienne Tshisekedi, qu'on a proclamé élu président. Députés. Voilà. Et ils aussi contestent les résultats des élections législatives. Donc pour dire que le problème qu'il y a au Congo actuellement est complexe. Et il faut du tact pour pouvoir le résoudre et éviter que le Congo sombre davantage. Parce que le Congo a des problèmes depuis plus de 20 ans, on le sait. Mais ces élections aussi peuvent être, peuvent constituer une source d'aggravation de cette crise. N'oubliez pas qu'après la proclamation, il y a eu des morts. Les partisans, si les Congolais se réjouissent de l'alternance, les Congolais en général se réjouissent de l'alternance, que le camp du président Kabila a été battu, mais ce n'est pas tous les Congolais qui sont d'accord avec le résultat. Et je vous dis aussi que Martin Fayulu, tel qu'on le présente, a beaucoup de Congolais aussi derrière lui qui contestent ces résultats-là. Et il faut aider le Congo. Il faut que les Congolais eux-mêmes s'entraident à ce que ces élections n'amènent pas plus de problèmes qu'ils en avaient avant. Alors, finalement, on est quand même, quoi qu'on dise, dans le même schéma là où on voit les États africains votent et après tout le monde a les regards tournés vers la communauté internationale pour voir qui va féliciter. Est-ce que la France a félicité? Est-ce que la Belgique a félicité? C'est comme si au final c'est ça qui donne la crédibilité à nos processus électoraux. Non, mais tu sais ce que moi je voudrais dire par rapport à ça. J'aime assumer ce que je dis. La plupart des pays, dans les pays africains, notamment francophones, des fois y compris même les oppositions et les partis au pouvoir, tout le monde va aller avoir l'onction en Occident. Personne ne cherche l'onction de sa population. À la tête de les pays francophones, la plupart du temps, les gens sont déposés par la néocolonisation. Donc, si la France
entre guillemets, avait félicité Tshisekedi. Mais le lendemain, tu allais voir le flot. Tous nos présidents allaient féliciter Tshisekedi, mais que ça s'est bien passé. Oui, il y a des pays, on va aborder le Togo. Il y a des pays, quand tout le monde dit que c'est bon, tout le monde dit que c'est bon. Même si ce n'est pas bon. Vous avez vu au Kenya, je vous prends l'exemple du Kenya pour appuyer ce que vous avez dit. Mais lorsque tous les observateurs occidentaux ont dit que c'est bon, et les occidentaux ont dit que c'est bon, tous nos présidents ont félicité. Il a fallu la Cour constitutionnelle du Kenya, la Cour suprême pour démontrer que ce n'était pas vrai. Donc, en réalité, c'est comme nous n'avons pas accepté la démocratie. Si nous avons accepté les règles de jeu, nous votons jusqu'au soir. On connaît qui a gagné. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne d'ailleurs pour dire que bon, c'est bon, ce n'est pas bon. Mais malheureusement, je constate que tout ça, c'est le refus d'accepter la démocratie. Nous faisons semblant, mais on ne l'a pas accepté. Juste pour une petite mise au point, la France n'a pas envoyé d'observateur au Congo. Peut-être si ce n'est pas à travers son ambassade, d'accord. Tous les pays occidentaux, le Congo démocratique a interdit. Donc, le tout pour nous, c'est d'avoir des institutions fortes à qui nous tous on fait confiance. Le vrai problème du Congo, c'est que les élections se sont organisées dans la suspicion totale. Personne ne faisait confiance à la CENI. Donc, du moment où on ne la fait même pas confiance au départ, son travail est déjà teinté. Donc, il nous faut faire un effort d'avoir des institutions crédibles à qui la majorité fait confiance. Pas tout le monde, parce qu'il y aura toujours des gens qui sont contre. À qui la majorité fait confiance. Et dès que l'institution a dit quelque chose, tout le monde, applaudira. Mais si on n'a pas confiance aux institutions, parce que les institutions ne font pas l'effort de nous mettre en confiance, c'est ça qui arrive. Est-ce que la pression que commence déjà par mettre la communauté internationale à travers l'Union africaine, la SADC, la France et tout ça, ça va payer, ça va bloquer le processus? Pas du tout. Il appartient à la Cour constitutionnelle de la RDC de prendre ses responsabilités. Les gens peuvent tout dire. Si la Cour constitutionnelle, il vient de donner l'exemple du Kenya, si la Cour constitutionnelle décide de valider ces élections sur la base des éléments crédibles, il n'y a pas de problème. Les gens vont se ranger. Toute la communauté internationale va se ranger. Mais ce que je dis, la France, quand nous, peuple africain, nous accusons chaque fois la France et les Occidentaux d'être à la base de tous nos maux, mais il faut qu'on change cette mentalité-là. La France est un pays, il a émis un avis sur ces élections. J'ai bien dit qu'elle a supervisé ces élections par l'entremise de sa représentation diplomatique. La France ne peut pas se lever et à base du néant dire qu'il y a des doutes sur ces résultats-là. Donc elle se base aussi sur des observations qu'elle a faites sur le terrain. Donc il nous appartient, nous Africains, de prendre notre destin en main et de savoir que personne ne peut développer nos pays à notre place. Donc, pour revenir à la question, il appartient à la Cour constitutionnelle de la RDC de prendre ses responsabilités et de proclamer les résultats. Elle peut même annuler ces résultats. Selon la Constitution et le code électoral congolais, il peut annuler même ces élections. Et qui sait, là où nous sommes maintenant, cette Cour constitutionnelle est à pied d'œuvre pour donner les résultats définitifs. D'ici lundi, donc, en tout cas, elle doit donner ses résultats définitifs. Elle peut valider ces élections et confirmer Kabila ou même rejeter ces élections. Attendons de voir. En tout cas, on va passer au second sujet, c'est la Cour pénale internationale. Beaucoup de regards sont tournés vers la CPI. Sortiront ou sortiront pas Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé restent en détention, en tout cas pour le moment. Alors, le feuilleton de la Cour constitutionnelle, on va en parler. Mais avant de regarder ce reportage, je voudrais peut-être poser cette question en rapport avec la RDC. Si on avait eu le même levé de bouclier de la communauté internationale en 2010, la Côte d'Ivoire n'aurait pas plongé après. Oui, c'est justement ça qui donne l'impression qu'il y a quelque chose de suspect au Congo. En réalité, en droit, il y a quelque chose qu'on appelle jurisprudence. C'est la façon dont on a l'habitude de rendre des décisions. S'il y avait eu la jurisprudence Côte d'Ivoire, aujourd'hui, le problème ne se poserait pas. Je me rappelle à l'époque, le secrétaire général de l'ONU avait dit recompter les élections en Côte d'Ivoire est une injustice grave contre le président Ouattara. C'est-à-dire que tout ce que nous posons comme acte nous rattrape. C'est pour ça que j'invite les Africains que nous sommes. Des fois, il faut éviter trop
de nous complaire dans le confort de l'unanimisme. C'est-à-dire que, bon, la communauté internationale a dit c'est vrai, c'est faux. La communauté internationale nous avait dit les choses en Côte d'Ivoire. À l'époque, il fallait être courageux pour prendre le contre-pied. Aujourd'hui, le monde entier le voit. Donc moi, je suis de ceux qui sont heureux qu'en 2010, on a eu déjà le courage pour dire qu'il y avait quelque chose de suspect en Côte d'Ivoire. Et pourquoi je continue pas à croire, jusqu'à ce qu'on me convainque du contraire, qu'il y a quelque chose de suspect au Congo. En tout cas, pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui, l'ancien président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, ancien ministre de la Jeunesse et leader des jeunes patriotes, comme je le disais, acquitté mardi d'accusation de crimes contre l'humanité, sera maintenu en détention à la CPI au moins jusqu'au 1er février. C'est ce qu'ont annoncé les juges vendredi. À la majorité, les juges de la Chambre d'appel ont décidé que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé resteront en détention dans l'attente d'une décision de l'appel introduit par la procureure contre leur mise en liberté immédiate. La Chambre d'appel a programmé une audience le 1er février prochain, mais dès l'annonce de la remise en liberté des deux hommes, c'était la joie totale. On va revenir un peu en arrière pour regarder ce que ça a été. L'audience a débuté à 11h ici à La Haye, aux Pays-Bas, dans un climat d'abord assez tendu. Le juge principal vient de faire l'historique de la procédure, puis son délibéré. La Cour pénale internationale s'est prononcée en faveur de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, tous deux acquittés de crimes contre l'humanité. Par majorité, la Chambre décide que le procureur a échoué à satisfaire la charge de preuve conformément aux normes requises dans l'article 66 du statut de Rome, fait droit aux demandes d'acquittement de la défense de toutes les charges retenues contre M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé, ordonne la mise en liberté immédiate des deux accusés. Des cris, des sauts, des embrassades ici à Gagnoa, importante ville située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. À l'annonce de cette remise en liberté, la joie a explosé, peu importe d'ailleurs qu'il faille attendre encore mercredi l'audience de confirmation. Premier ancien chef d'État à avoir été remis à la Cour, Laurent Gbagbo était jugé pour des crimes commis pendant la crise post-électorale de 2010 à 2011, né de son refus de céder le pouvoir à son rival, l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara. Les violences avaient fait plus de 3000 morts en 5 mois. Les deux hommes étaient accusés de 4 chefs de crimes contre l'humanité, meurtres, viols, persécutions et autres actes inhumains pour lesquels ils ont toujours plaidé non coupables. Voilà donc pour ce qui s'est passé à la CPI. Courant Binafam, vous avez aussi ressenti, comme les Ivoiriens, la joie ou le soulagement de voir ces deux hommes libérés, même si cette joie était de courte durée? Bon, moi j'ai toujours vécu l'emprisonnement de Gbagbo et de Blé Goudé, les sachant innocents depuis comme un calvaire. En réalité, je ne sais pas pourquoi Gbagbo, qui est extrêmement brillant, Blé Goudé sont extrêmement brillants. Tout le monde, on peut ne pas les aimer, ils sont brillants. Mais je ne sais pas pourquoi lui, il croit que c'est une cour de justice qui va triompher. Bon, je crois qu'il est historien, je le répète, très brillant. Je crois qu'il sait ce qu'il veut montrer aux Africains en croyant à la CPI. Mais en réalité, ça a été toujours un calvaire pour les Africains patriotes comme moi, souverainistes de surcroît. Mais dès que j'ai entendu ça, j'étais convaincu. En réalité, Gbagbo n'est pas, pour moi, a été déporté. Il a été déporté comme l'a été Samori Touré, Béhanzin. C'est la forme qui a changé. Aujourd'hui, on nous a reçu à nous faire croire que c'est un procès. Bon, nous les Africains, on croit que comme il est coupable, il faut le juger, ce qui est normal. Mais en réalité, c'est une déportation. Parce que sinon, on attrape quelqu'un, on met en justice avant de chercher les preuves. Et lorsque le procureur présente ses charges, le juge lui dit, mais c'est insuffisant, va chercher encore 1 an avant de venir confirmer. Est-ce que vous croyez honnêtement que c'est ça la justice? Moi, je n'ai jamais cru que la CPI était un tribunal juste. Bon, heureusement que partout, même dans le diable, il y a quelque chose de Dieu. Il y a eu des juges qui sont à la CPI, peut-être qui ont reçu une mission, mais qui, en leur âme et conscience, ont trouvé que ce dossier-là
ce n'est pas la peine qui a décidé de libérer. Mais comme il y a des strates, à un autre strate, bon, il y a toujours des gens pour jouer le sale boulot, il y a toujours des supplétifs. L'Occident, pour vous avoir, passe toujours par certains de vos frères. Mais est-il dit que Gbagbo est victime d'une injustice, d'un acharnement? Moi, j'en suis convaincu à 100%. Parce que on ne l'a même pas laissé Gbagbo présenter son moment. On a démontré au juge, vous avez suivi, non? On a dit qu'il a échoué à apporter les preuves que son accusation est fondée. Donc pour moi, bon, Gbagbo est victime d'un acharnement. Et je le vis douloureusement dans ma chair, mais Dieu est juste. Bosoleil Obekou, on a quand même du mal. C'est vrai qu'on est en droit et que c'est une matière quelque peu complexe, mais on a du mal à comprendre qu'on dise vous n'avez pas réussi à apporter les preuves durant 7 ans de la culpabilité des 2 hommes. Ils sont acquittés et on fait appel de cet acquittement, on les maintient en détention. On sait qu'ils sont acquittés, donc ça veut dire qu'ils sont acquittés normalement. Oui, vous savez que le pouvoir judiciaire a des niveaux de juridiction. Et je me dis d'abord, avant de répondre à votre question, il n'y a pas le droit dans les sociétés, comment les sujets allaient vivre. Donc, le pouvoir judiciaire a différents degrés de juridiction. C'est à la première instance qu'on a jugé que Gbagbo n'est pas coupable. Parce que la procureure n'a pas pu présenter des arguments solides pour pouvoir le condamner. Et ils l'ont relâché. Et c'est le droit, ce droit-là, qui dit aussi que lorsque vous n'êtes pas satisfait en première instance, vous pouvez faire appel. Et la procureure a fait appel de la décision de cette première instance-là. Ça existe partout, même au Togo, même en Occident, ça existe partout. Maintenant, on maintient Gbagbo en prison, c'est parce que, d'abord, et jusqu'au 1er février, et ce temps-là, c'est parce que le jugement a été prononcé. Mais les éléments, c'est-à-dire le support de ce jugement n'est pas encore sorti. Et on juge que la procureure, ayant décidé de faire appel, elle doit avoir ce support-là pour pouvoir tirer des éléments qui lui permettent de faire appel. Donc, le temps que ce support-là soit disponible, elle a demandé et elle a fait appel pour que Gbagbo et Blé Goudé soient maintenus en prison. Parce que le bureau du procureur émet des doutes quant à leur honnêteté. On peut les libérer maintenant et quand on va les appeler pour une prochaine audience, ils peuvent s'opposer. C'est pour cela qu'on les mettait en prison jusqu'au 1er février. Je crois que ça ne fait pas 10 jours, 10 ou 11 jours. Et au 1er février, il y aura encore une audience en appel pour statuer sur le fait de maintenir encore Gbagbo et Blé Goudé en prison le temps de l'appel. Donc maintenant, ils sont en prison pour 10 jours. Le 1er février, les juges peuvent décider de les libérer. Et en attendant qu'ils répondent à la prochaine appel pour l'audience. Et je vous dis aussi que des tractations sont en train d'être faites. Et je crois que le bureau du procureur aussi met de l'eau dans son vin en disant que elle peut même accepter, et il peut même accepter si Gbagbo peut résider dans un pays qui collabore avec la CPI, avec le but que Gbagbo, on peut l'amener quand on a besoin de lui au niveau de la CPI. s'est déjà manifesté quand même pour accueillir Laurent Gbagbo, sauf Blé Goudé, qui n'a pas encore trouvé destination. C'est sûr qu'on va lui chercher aussi une destination qui... rappelez-vous le temps de Jean-Pierre Bemba. Il est parti il n'avait plus de son passeport, mais on a fait tout pour qu'il soit accueilli en Belgique. Et je crois que ce n'est que le droit qui se dit. Bon, pour finir cette rubrique et votre question, je me dis que Gbagbo a été jugé. Il est innocent ou pas. Il y a eu des morts en Côte d'Ivoire sous sa présidence. Moi, je ne suis rien pour juger Gbagbo, ni Alassane Ouattara, ni les deux cas. La question qui se pose, il y a des victimes. Qui sont ceux qui ont tué ces gens en Côte d'Ivoire? Cette question reste posée et le droit, que ce soit international ou ivoirien, doit nous édifier sur cette période de tuerie. Alors, quand même la procureure dit que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé peuvent se soustraire à une prochaine convocation de la CPI,
Bon, c'est quand même Laurent Gbagbo, c'est un président. On ne sait pas comment il pourra se soustraire. Est-ce qu'il va changer de visage pour qu'on ne le reconnaisse plus? Il va aller dans un pays qui ne collabore pas avec la CPI. On ne comprend pas trop les arguments de la procureure. Non, vous savez, Fatou Bensouda, c'est pourquoi j'ai dit que Gbagbo subit la même chose que les Samorou Touré. Fatou Bensouda, c'est une supplétive de l'Occident. En réalité, vous qui connaissez Gbagbo là, on a annoncé à Gbagbo qu'il y a 30 chars français en train de venir à sa résidence. Lisez beaucoup, il ne faut pas se fier seulement à ce que RFI nous dit. Ces officiers qui sont des vrais officiers sont allés lui dire, monsieur le président, nous allons vous mettre à l'abri. Il dit non. Devant les chars, il dit non, mettez-vous à l'abri, j'attends ici, c'est moi qui cherche. C'est connu de tous. Ce type-là qui a reconnu la compétence de la CPI, qui a dit à la procureure, madame, je suis là, nous allons aller jusqu'au bout. On me dit 7 ans après que Gbagbo va se soustraire à la justice. Soyons sérieux. Ou bien on prend les Africains comme de quoi? Qu'il va se soustraire. Et puis quand on dit un pays qui collabore, Gbagbo a déjà écrit dans un livre que dès que je finis, j'ai fait acheter 2 matelas dans mon village, je retourne. Pays. On veut tromper qui? On s'acharne contre quelqu'un et puis les Africains succombent à des arguments aussi fallacieux. Quelqu'un qui a quitté. D'ailleurs, il faut rappeler à l'intention des Africains que Fatou Bensouda n'a pas fait d'abord appel contre l'acquittement. Elle a seulement dit, je pourrais, après avoir lu la motivation écrite, faire appel. Je pourrais. Ce n'est pas à 100%. Et c'est pour ça qu'elle dit que les gens soient maintenus. Si c'était ça, elle aurait dit, son appel aurait été que de dire que non, je ne me pose pas à leur liberté, mais c'est la liberté totale. Je vous demande de se prononcer et de leur accorder au moins une liberté provisoire. Ce qu'elle rejette, le fait même qu'ils sortent de la prison. Vous savez, il y a un média français de renom, connu de tous, Mediapart, qui a démontré que la CPI, c'est la joie suscitée dans toute l'Afrique et surtout en Côte d'Ivoire. Et on a senti que Gbagbo est hyper populaire, qu'on a voulu le garder là-bas. C'est pour négocier, pour qu'il reste là-bas. Mais moi qui le connais très bien, je sais que si quelqu'un a quitté, il rentre chez lui. Il n'y a pas de magouille pour qu'on oblige Gbagbo à rester quelque part. De toutes les façons, c'est quelqu'un qui est prêt à aller jusqu'au bout pour démontrer ce qu'il veut démontrer. Le fait que la communauté internationale est suspecte. Sinon, pourquoi Sarkozy n'est pas à la CPI? En tout cas, mais on ne peut pas quand même accuser Fatou Bensouda. Elle fait son travail là. Quel travail? Elle est procureure. Elle est procureure de quoi? De la Cour elle a eu, mon frère, elle a eu... Fait non. Son travail, mon frère, elle a eu longtemps pour faire des enquêtes. À l'audience de confirmation, on a montré que ce qu'elle a fait là, c'est nul. On lui a même donné du temps. C'est ça encore une aberration. En réalité, quand vous n'avez pas les preuves contre quelqu'un, on ne l'arrête pas. Vous arrêtez un vieux de plus de 70 ans, vous le mettez en prison pendant 7 ans avant de chercher les preuves. C'est ça la justice? Alors, vous espérez que le 1er février, ces juges disent, bon, écoutez, messieurs, il faut les libérer. Non, c'est pas sûr. Ils peuvent le dire, comme ils ne peuvent pas le dire. Parce qu'il y a des hypothèses. Gbagbo peut être, si la procureure décide d'abord de faire appel, elle n'a pas encore fait appel. Elle dit qu'elle veut prendre connaissance du jugement. Et le temps qu'elle ne prenne connaissance du jugement, quand on maintient Gbagbo et Blé Goudé en prison. Maintenant, le 1er février, elle aura eu le temps de prendre connaissance du jugement. Et si elle décide de faire appel, c'est en ce moment qu'on va juger si, le temps de cet appel-là, Gbagbo et Blé Goudé seront en prison ou bien ils peuvent être libérés pour qu'ils puissent se présenter librement et aux prochaines audiences. Et vous savez, moi, je ne me verse pas souvent dans les incantations. Je juge les choses telles qu'elles se produisent. Donc le droit est universel. Et dans chaque société, même si ce n'est pas le droit moderne, il y a quelque chose quand même qui régit. Il y a des règles qui régissent les sociétés. Il y a les traditions. Donc, ce qui a l'emprisonnement de Gbagbo, je ne dis pas on l'a emprisonné, c'est bien, non, au contraire. Mais c'est parti sur une base. Il y a eu des tueries en Côte d'Ivoire ou pas. Des gens sont morts. Qui a tué ces gens-là? Mais il faut les chercher.
Mais là, quand même, on a eu une guerre qui a opposé deux parties. Bien sûr. Mais on a pris une partie qu'on allait déposer, la seconde partie est là, depuis presque 10 ans. Là aussi. Et on nous dit, oui, les 3000 morts, voilà les responsables. Voilà, là aussi, ça, je m'oppose à cette manière de rendre la justice. Si on est d'accord que les responsables peuvent être des deux camps, mais il faut qu'on cherche ces responsables des deux camps. Mais cela ne veut pas dire... Mais les gens qui crient à longueur de journée que pourquoi on ne cherche pas les responsables dans les deux camps et que c'est un seul camp qui est à prison, ils ne disent jamais que les gens là sont innocents. Mais si on n'a pas encore pris les gens de l'autre camp et qu'on est convaincu au cas où on est convaincu que dans le cas de Gbagbo, il y a des soupçons quand même sérieux qui permettent de les juger, mais pourquoi pas? Mais je voudrais revenir aussi sur les erreurs de justice, que ce n'est pas la première fois. Même aux États-Unis, les gens sont condamnés à mort, d'autres sont tués, sont exécutés avant qu'on ne décèle qui sont innocents. Il y a même des gens qui sont prêts à être exécutés et c'est à ce moment qu'on découvre qu'ils sont innocents. Donc la justice, quoi qu'on le dise, c'est un couteau à double tranchant. Elle peut rendre justice sans erreur, comme elle peut rendre justice avec des erreurs. Alors, mais est-ce que vous pensez que le pouvoir actuel en Côte d'Ivoire a des raisons de redouter le retour de Laurent Gbagbo? Oui, Samuel, je vais répondre à votre question, mais une petite parenthèse par rapport au chef d'accusation. On accuse Gbagbo et Blé Goudé de meurtre, viol, autre acte inhumain, par exemple. Et c'est lié à 4 événements. La marche sur la RTI, la manifestation des femmes d'Abobo, les tirs, les bombardements du marché Siaka Kone, un marché où il peut se trouver uniquement les gens de Ouattara, ce qui est bizarre. Et puis, les tueries après l'arrestation de Gbagbo, le 12, ce qui s'est passé à Yopougon. Et on dit que ces 4 événements-là ont engendré 250 morts. C'est ce qui est dit, ces 4 événements. Ce n'est pas les 3000 morts. Mais les 2150 qui restent, qui les a tués. J'entends les gens dire qu'il y a eu des morts en Côte d'Ivoire, donc une façon de dire comme il y a eu des morts en Côte d'Ivoire, c'est comme vous accusez quelqu'un d'avoir volé votre chèvre. Et on l'amène à la justice et on constate, preuve à l'appui que ce n'est pas lui. Mais comme votre chèvre n'est pas là, vous dites, ma chèvre est volée, donc c'est lui le coupable. Mais c'est quoi ce raisonnement-là? Le droit, ce n'est pas du charlatanisme. Quand vous n'avez pas de preuves, vous libérez. Si vous voulez poursuivre les enquêtes, vous poursuivrez. Donc, ce qui se passe en Côte d'Ivoire n'est pas du droit. Donc, vous me demandez de savoir si le pouvoir Abidjan redoute la présidence de Gbagbo. Mais il est évident que la fameuse communauté internationale, incarnée à l'époque par Sarkozy, c'est évident. On laissait Gbagbo à la CPI pour laisser Ouattara gouverner. C'est une évidence. Bon, si les gens le savent, mais ils font semblant de ne pas le dire. Ce n'est pas pour rien que pendant que Gbagbo était à la CPI, comme les gens en Côte d'Ivoire, ceux qui l'ont amené savent que le dossier va s'écrouler comme des châteaux de cartes, l'ont condamné pour 20 ans pour l'attaque pour le braquage de la BCAO. Une façon de lui faire peur s'il est libéré de ne pas revenir, mais ils connaissent mal Gbagbo. Ils savent que dès qu'il est libéré, s'ils disent qu'ils vont l'arrêter en Côte d'Ivoire, il viendra. Ils savent qu'il viendra. Ils connaissent sa popularité, mais donc ils ont peur. Vous avez vu, non? Vous avez vu les gens, la joie éclater partout en Côte d'Ivoire. Après, on est allé à Korogo, à Bouaké, monter un petit groupe pour dire qu'ils sont mécontents. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de mécontents en Côte d'Ivoire. Comme mon ami le dit, il y a eu des gens qui sont morts. Certainement, on a mis à leur tête, dans leur tête que c'est Gbagbo qui a fait que leurs parents sont morts. Donc ceux-là seront mécontents. Ça, je suis d'avis. Mais naturellement, en droit, moi je ne suis pas juriste, mais je lis, il ne faut pas qu'on vienne nous tromper. Donc, si vous n'avez pas les preuves contre quelqu'un, vous le libérez. Vous ne le gardez pas en prison. On peut le garder pour des besoins des enquêtes, mais des besoins des enquêtes qui durent 8 ans. En tout cas, on sait qu'en droit, la détention, c'est l'exception. Ah oui. Et c'est ça, parce que je viens de le dire que même aux États-Unis, des gens ont été emprisonnés pendant 30 ans. Et c'est après 30 ans on découvre qu'ils étaient innocents. Conclusion à la CPI, on n'a qu'à tenir Gbagbo tout à l'heure. Ça c'est un procès d'intention. Parce que je viens de dire que je ne suis même pas content
que quelqu'un soit en prison. Mais j'analyse les choses telles qu'elles sont et je ne me verse pas dans l'incantation. On va aller à la pause et on revient dans une dizaine de minutes pour parler du Togo.